j'avais un vrai sentiment d'imposteur. Je me suis dit: «Je suis ingénieure», comme tu l'as dit, je voulais être astrophysicienne, donc au produit, je sentais que j'étais un peu dans mon ADN. Je me suis dit: «Ouh là là, commercial, c'est pas du tout mon truc». À l'époque, cette coach m'a vraiment aidée à passer du syndrome de l'imposteur au syndrome du héros. Mais vraiment, je me souviens, je raccrochais de ces conversations et je me disais: «Bah ouais, c'est moi la bonne personne pour faire ce rôle». Et j'avais énormément de doutes à l'époque, je me sentais pas spécialement capable, mais c'est vrai que du coup, dans ce meeting, j'ai réussi à leur dire que mon ambition et ma volonté, c'était d'être la prochaine directrice générale. Et il se trouve que 2 semaines plus tard, il y avait une réorganisation et qu'on m'a donné le rôle et qu'on m'a dit, bah, peut-être que si c'est pas toi qui nous avais exprimé cette envie et quelqu'un d'autre, on aurait donné le rôle à l'autre personne. Hello, bienvenue sur le podcast des Leaders sans frontières, le podcast où nous partons à la rencontre des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales, inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Je vous souhaite un bon voyage avec notre invité pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Bonne écoute! Bonjour Caroline, bienvenue dans le podcast des Leaders sans frontières. Bonjour Paul. Ce que je te propose pour commencer cet épisode, c'est que tu m'expliques tes origines, d'où tu viens, me raconter ton parcours en 2 minutes et tes fonctions actuelles, sachant que je crois que ta volonté première qui était d'être astrophysicienne et prix Nobel, c'est pas exactement concrétisé et tu t'es orienté vers d'autres horizons, on va dire. Voilà. Je me cherche toujours, mais c'est pas un problème, j'ai du temps, j'espère. Donc, je viens de Paris. C'est peut-être pas très original, mais de ma famille et du côté de mon mari, on est plutôt parisiens. Et j'ai grandi à Paris, j'ai vécu à Paris jusqu'à mes 39 ans, où je suis partie ensuite à New York. Donc, ça fait 4 ans que je suis à New York. J'ai 43 ans aujourd'hui. Donc, j'ai 2 enfants qui ont 8 ans et 11 ans et qui ont profité de cette aventure exceptionnelle. Et avant ça, j'avais été dans le conseil, donc j'ai pas mal voyagé, des voyages un peu exotiques. J'ai été 6 mois en Ukraine et en Turquie, à Kiev et Istanbul, et puis des voyages un peu moins dépaysants comme la Belgique ou Monaco, où j'ai aussi passé pas mal de temps. Ok, Et par rapport à ma carrière, on peut dire qu'il y a eu trois chapitres. oui. Donc j'ai commencé dans le conseil, comme je le disais, j'ai passé 5 ans chez Bain. Ensuite, j'ai monté une start-up dans le voyage et j'ai rejoint PayPal il y a 13 ans. Donc voilà les grosses étapes de ma carrière. Oui, donc c'est moi je parlais de tes rêves d'astrophysicienne qui en fait tu as fait donc une école d'ingénieur Centrale Supélec et ensuite tu t'es dirigé vers le monde corporate et de la startup nation on va dire en créant une entreprise puis en réintégrant le corporate en allant chez PayPal. Une première question qui me vient, tu l'as dit, tu as passé 13 ans chez PayPal. Et en 2019, si je dis pas de bêtises, tu quittes la France pour aller à New York, aux États-Unis. Est-ce que tu peux m'expliquer l'histoire de ton expatriation? Bien sûr. Alors en fait, effectivement, en 2019, je suis chez PayPal. Je suis DG de la France, de PayPal en France. Et ça fait 3 ans que je suis à ce poste. Et donc, je commence à me poser des questions parce que ça fait à l'époque donc 9 ans que je suis chez PayPal. Je dois en être à mon 6 ou 7e rôle, sachant que chez PayPal, il y a des rotations assez rapides entre les rôles, quand ça se passe bien. Et donc, naturellement, après 3 ans dans une fonction, je me demande quel est le next step, la next step. Et à ce moment-là, il y a 2 options. La première option, c'est de faire le même genre de métier dans une autre entreprise. Donc, je regarde un peu cette option-là. Et puis, la deuxième option, c'est étant dans une boîte américaine depuis 9 ans, profiter d'avoir un siège aux États-Unis pour s'expatrier. Et en fait, cette option-là s'est concrétisée plus rapidement parce que PayPal m'a proposé donc début 2019 de partir aux États-Unis. En fait, c'est même notre CMO à l'époque qui m'a proposé un rôle. Et donc, on D'accord. l'a étudié. Je dois dire de façon totalement honnête que c'est moins le rôle en lui-même, qui était une création de poste, qui m'attirait, mais plus l'expérience de famille. Parce que comme on en a parlé, moi, j'ai quasiment toujours vécu à Paris. Je trouvais ça super de m'expatrier et aussi d'offrir cette expérience à mes enfants.
Et donc, on a décidé de partir et on est parti en décembre 2019. Ok. Tes enfants, ils avaient quel âge à cette période à peu près? Alors, mes enfants, ils avaient 4 ans et 7 ans. Ok. Donc aujourd'hui, mon fils qui a 8 ans a passé plus de temps aux États-Unis qu'en France. Et on en reparlera parce qu'on redéménage cet été en France. Mais ouais, ils sont pas, je dirais pas qu'ils sont américains, mais ils sont complètement bilingues. Mmh. Très bien et l'ouverture et la biculturalité, l'ouverture sur les États-Unis, justement, en parlant des États-Unis, quand tu arrives en 2019, quand vous arrivez en famille, en 2019 aux États-Unis, quelles sont les différences notables qui vous interpellent en arrivant sur le territoire américain? Alors nous, on est arrivé dans un contexte un peu spécial parce que donc on est arrivé en décembre 2019 et début Ouais. mars, les frontières sont fermées à cause du Covid. Donc on pensait avoir à faire l'expérience d'un changement de pays, de culture, d'organisation aussi pour moi parce que je passais on en parlera peut-être, mais bon, chez PayPal, j'ai fait d'organisation. J'ai commencé au produit, après, j'étais plutôt commerciale et ensuite marketing. Donc voilà, changer de métier, en fait, au sein de mon entreprise. Et puis tout ça, en fait, dans un contexte de pandémie où, tout le monde travaille de la maison, où, on se voit pas physiquement. Donc voilà, on a vraiment, je pense, fait l'expérience à la dure de, devoir s'intégrer et s'adapter dans un contexte où tout le monde était à la maison. Bien sûr. Et justement, comment vous êtes adapté parce qu'en fait, là, vous êtes, on est sur le pic du télétravail, on va dire, à travers le monde. Comment se créent petit à petit les relations professionnelles? Parce que c'est pas équivalent de commencer dans une entreprise, d'être tous les jours au bureau avec ses collègues, avec ses équipes, et de commencer en remote. Ouais, non, c'est pas évident. J'ai eu 2 mois, en fait, où j'étais au bureau et où j'ai pas mal voyagé aux États-Unis aussi parce que je suis arrivée, à New York et en fait, New York, le siège de PayPal est à San Francisco, à San José, en Californie et en fait, New York, c'est un bureau assez conséquent, mais avec pas mal de représentations d'équipes différentes. Donc moi, j'avais quasiment personne de mon équipe qui était basé à New York. Les gens étaient un peu partout dans le monde parce que, voilà, j'arrivais sur un rôle global et puis, on en reparlera peut-être du rôle que j'ai pris à l'époque et pourquoi on m'a proposé ce rôle. Mais voilà, je me suis retrouvée avec une équipe un peu, localisée un peu partout. Donc dans les 2 mois où je suis arrivée, j'ai réussi à organiser un off-site et une rencontre pour toute l'équipe en Californie. Donc on a eu une première prise de contact, en personne. Mais ensuite, voilà, les voyages ont été interdits. Ça m'a quand même permis de, voilà, de les rencontrer, d'avoir ce 1er contact. D'accord. Et moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les relations, personnelles. Donc même dans mes relations professionnelles, j'arrive souvent à transformer, les relations professionnelles en relations personnelles parce que je pense que je m'intéresse beaucoup aux gens et j'aime comprendre d'où ils viennent et ce qui les motive. Parce que je pense qu'une fois qu'on a compris ça, c'est beaucoup plus simple de créer une relation professionnelle authentique et de savoir ce qui vraiment va engager, motiver ses collègues et ses employés. Donc ouais, j'ai un petit moment pour le faire, mais c'est vrai qu'avec tout le reste de l'entreprise avec qui je devais interagir plus, j'ai pas eu la chance de pouvoir créer ces relations un peu uniques. Très clair. Et justement, tu parles de créer des relations, que tes relations pro deviennent potentiellement des relations perso. Euh, on sait que aux États-Unis, on dit souvent que les Américains sont très chaleureux en arrivant, et puis finalement, quand il faut creuser un petit peu, aller sur des relations un peu plus profondes, c'est plus compliqué de créer des relations sur le fond, on va dire. Est-ce que tu peux m'expliquer quel a été le plus grand défi culturel que tu aies rencontré, justement? T'as raison et j'avais entendu ça aussi, j'en ai fait l'expérience et je pense qu'après, il faut distinguer un peu les relations amicales et des relations de travail. Dans les relations amicales, c'est vrai que les gens sont très chaleureux et après ils ont une relation à l'amitié qui est plus, quoi qu'il arrive, tu pourras compter sur moi, mais ils vont pas être présents, très, très présents, au quotidien. Donc c'est quand même, je trouve que c'est quand même, une culture où tu peux vraiment compter sur tes amis. Mais après chacun a sa vie et chacun organise sa vie,
comme il l'entend. Au travail, moi, ce qui m'a pas mal choqué, c'est justement moi qui ai tendance à avoir une approche un peu plus émotionnelle, à créer un peu ce contact émotionnel avec les gens. J'ai trouvé qu'aux États-Unis, les gens ont une relation très transactionnelle avec le travail. Ils sont D'accord. au travail pour délivrer. Ils savent les actions, les objectifs qu'ils veulent réaliser ou atteindre. Mais au-delà de ça, je trouve qu'il y a pas beaucoup de relations vraiment personnelles. À déjeuner, les gens déjeunent sur devant leur ordinateur. Donc il y a peut-être un peu un cliché avec les Français ou les Européens du Sud qui prennent 2 heures de pause déj au restaurant, ce qui est pas complètement exact. Mais je trouve que moi, ce que j'ai vécu en tout cas au bureau à Paris, c'est que les gens prennent le temps à déjeuner, au moins Hmm. d'aller chercher à déjeuner ensemble, de se poser, même rapidement, de discuter. Et c'est moins le cas aux États-Unis. Et certaines personnes prennent même pas le temps de la pause déjeuner. Donc voilà, il y a un rapport très dans l'efficacité euh, au travail. Non, on est efficace et finalement, on sort tôt du travail, Voilà, on est efficace, contrairement à l'Europe. on a sa vie. Ouais. Donc il y a la vie au boulot et puis il y a sa vie. Donc ouais, le travail c'est pour travailler, c'est pour délivrer et puis les relations personnelles, elles sont dans la vie personnelle. Ouais, justement, tu parles des relations professionnelles. Toi, donc, quand tu arrives à New York, tu es directement, après avoir pris la direction de la France, tu passes sur un poste où tu es senior marketing director, donc au global. Et après, tu vas être VP au niveau des marchés de l'Europe, enfin, de l'Europe du Europe du Sud. Sud, ouais. Et actuellement, donc, tu es Global Merchant Go-to-Market, vice-présidente de cette branche-là de PayPal. Comment est-ce que tu fais pour prendre en compte justement les différences culturelles dans ton management, à savoir avec tes équipes en local, mais également, par exemple, quand tu étais vice-présidente de l'Europe du Sud, avec les équipes qui sont de l'autre côté de l'Atlantique. On n'a pas la même culture en Espagne qu'en Italie, qu'en France. Donc, comment est-ce que tu t'adaptes? Alors je trouve qu'il y a quand même pas mal de similarités dans les cultures sud-européennes. Je l'avais remarqué quand j'ai commencé à travailler dans le conseil. Je me souviens qu'on avait fait pareil, un off-site qui avait réuni tous les nouveaux arrivants, toute la promo qui venait d'arriver dans le cabinet. Et donc, il y avait des gens du monde entier. Et très naturellement, les Français, les Italiens, les Espagnols avaient rapidement créé leur petit groupe, un peu à la marge des Américains, des Asiatiques. Donc, je trouve qu'il y a quand même, en tout cas, dans un environnement international, on se retrouve assez facilement, les Européens du Sud. Par rapport aux Américains, donc moi, quand j'ai démarré chez PayPal, j'étais déjà dans une équipe globale. Donc j'ai démarré dans un rôle pas aussi international, mais j'avais déjà des responsabilités pour l'Europe. Le manager de mon manager, mon N+2, était basé aux États-Unis, donc je voyageais. Et donc de fait, j'ai eu la chance, grâce à ce rôle-là, de créer des relations à l'international et d'interagir beaucoup avec des internationaux de tous les continents. Et en fait, je trouve que même si, pour reparler des Américains, même s'ils ont pas forcément l'habitude de créer ces relations personnelles, ils sont pas fermés. Et moi, étant moi, je sais que rapidement, je me suis ouverte et j'ai pas mal posé de questions à mes collègues. Et en fait, les gens, quand on leur pose des questions, ils aiment bien raconter leur vie. Et donc, avant d'arriver aux États-Unis, j'avais déjà ce réseau de gens parce que déjà, les gens chez PayPal partent pas. Donc, quand je suis arrivée 9 ans plus tard, il y avait beaucoup de gens que je connaissais qui étaient encore D'accord. là, qui avaient évolué, mais qui étaient toujours là. Et en fait, c'est aussi ça la force d'un réseau, c'est que même si les gens sont plus dans les rôles dans lesquels ils sont, enfin, on trouve toujours un intérêt à se connaître et à s'entraider. Donc, j'ai quand même, je trouve que j'avais quand même créé des relations assez profondes avec certains de mes collègues. Et du coup, pour eux, je pense que ça devait être aussi assez unique parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de créer ces relations-là avec d'autres collègues. Donc, je peux dire que je suis arrivée ici aux États-Unis en ayant un cercle même d'amis. Et je me D'accord. rappelle de la personne qui m'a dit attention quand tu arrives aux États-Unis, attention à qui tu peux faire confiance. Et cette phrase m'avait un peu
un peu angoissée. Et je me suis dit, mais je crois que je sais déjà à qui je peux faire confiance. Et après, toutes les autres personnes, je vais partir du principe que je peux leur faire confiance. Parce que si je commence à arriver de façon très méfiante en me disant, il faut se méfier, il faut se méfier des gens, il faut se méfier de à qui on parle, de ce qu'on raconte, bah effectivement, c'est moins fun. Et puis moi, ça m'intéresse pas dans mon boulot de me dire que je dois me méfier des gens. Donc, je pense que je pars aussi avec cet a priori qu'on peut faire confiance à tout le monde. Et effectivement, les gens ont pas la même facilité à interagir ou à être vraiment dans l'entraide, mais ceux qui le sont, on les trouve facilement. Et c'est de ceux-là dont on s'entoure. Bien sûr. Là, justement, tu parles de construction comment construire sa carrière à l'international, le fait de s'appuyer sur ses connaissances, le réseau. On parle de réseau, de mentoring, de Le sponsoring. sponsoring. Voilà, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as justement tissé ta toile petit à petit? Donc, tu t'es appuyé sur des personnes que tu connaissais déjà, mais il y a un terme que tu utilises également, je crois que vous avez mis en place chez PayPal, il y a le mentoring, le sponsoring, et vous appelez le shadowing, le fait de coupler des services. Comment est-ce que tu as fait Ouais, justement pour tout mettre en place et tisser ta toile, j'ai envie de dire? ouais. Effectivement, donc ces 3 notions-là, elles existent. Hem et je trouve que c'est là où on se rend compte de la force de créer des vraies relations authentiques avec les gens. C'est-à-dire que moi, je mettrais d'un côté le mentoring ou le shadowing où en fait, tu vas avoir une approche, proactive toi-même. En fait, quand tu veux que quelqu'un soit ton mentor ou quand tu veux shadower quelqu'un, Mmh. tu lui demandes, en fait. C'est assez, naturel d'aller voir des gens et de leur dire, «Ouais, est-ce que tu veux être mon mentor ou ma mentor? Ou est-ce que je peux, te shadower pendant quelques semaines?» Donc le shadower, en fait, c'est, tu suis quelqu'un. Donc, quand c'est en personne, bah, tu le suis en physique et puis quand c'est, remote, bah, tu, te connectes à ses rendez-vous, à ses visios. Mais c'est quelqu'un qui accepte, en fait, de t'ouvrir un peu son agenda et sa semaine, qui va parfois juste sélectionner certains meetings, mais pour que tu comprennes mieux, quel est son travail et voilà, comment il interagit avec ses collègues et voilà, en fait, tu apprends plus sur la personne, tu apprends plus sur le métier qu'il fait, les dynamiques. Souvent, on fait du shadowing avec des personnes plus seniors, donc tu apprends aussi ce que c'est que d'être un leader à une échelle un peu plus élevée dans l'organisation. Donc c'est super intéressant. Le mentoring, pareil, donc une approche proactive, mais tu demandes à la personne d'être ton mentor et en échange, elle accepte en fait, de t'aider, de te donner des conseils. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait chez PayPal et puis c'est pour ça que je me suis après tournée vers le coaching, on en parlera. Tout à fait. Et je trouve que le sponsoring, c'est quelque chose de plus subtil. C'est moins proactif, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont faire ça de façon assez généreuse. Et le sponsoring, c'est en fait le la capacité à aller, en fait, être ambassadeur, de certains collègues, auprès de son propre réseau. Donc, par exemple, moi, si, je suis sponsor d'un de mes collègues, ça va être de, parler de la personne, heu, d'expliquer que je pense que c'est une personne qui est, voilà, super qualifiée pour, un prochain job, que ce soit d'ailleurs chez PayPal ou pas chez PayPal. Donc, je trouve que le sponsor, tu as quand même une notion de générosité où tu vas faire ça pour les gens, pour les aider à trouver des nouvelles opportunités. Et ça, les gens le font pas s'ils te connaissent pas et si ils ont pas créé cette relation un peu personnelle avec toi. Donc, pour moi, le sponsoring, faut investir vraiment un peu plus dans la relation. Et c'est pas quelque chose que tu vas demander. C'est quelque chose qui va se passer naturellement parce que tu as créé cette relation et que la personne se dit, voilà, c'est une personne que j'ai envie d'aider, c'est une personne que je trouve super pour X ou Y raison. Et du coup, ça me fait plaisir de lui ouvrir mon réseau et de lui ouvrir des nouvelles opportunités. Et moi, c'est intéressant parce que quand je réfléchis à ma carrière chez PayPal, donc j'ai passé 13 ans chez PayPal, j'ai dû faire une dizaine de rôles. Oui. J'ai passé des entretiens pour le premier rôle et j'ai jamais passé d'entretien pour les rôles suivants. C'est-à-dire que tous les rôles que j'ai eu ensuite, ça a été des gens qui sont venus me voir en me disant, il y a ce rôle qui est libre ou concret et c'est toi qu'on veut pour faire ce rôle. Et du coup, de façon assez «facile» entre guillemets, je suis rentrée dans ces nouvelles fonctions sans qu'il y ait un process où on me dise: «Bah, du coup, tu vas repasser des entretiens, tu vas devoir,
être interviewé par X ou Y personne et à la fin on te dira si oui ou non t'as le rôle. En fait, le rôle s'est présenté à moi et j'ai sauté sur l'opportunité. Ok. Donc Est-ce que quand j'y réfléchis, je me dis ah bah oui, en fait c'est clairement grâce à en fait à du sponsoring, du mentoring, shadowing, j'en ai un peu moins fait, mais en fait j'en ai un peu moins, moi j'en ai un peu moins profité, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de gens qui m'ont shadowé ces dernières années. Ok. C'est l'entreprise qui encourage ça, le mentoring, le sponsoring, ou c'est toi, au fur et à mesure des années, qui a mis ça en place? Quel est, selon toi, les leviers qui font que les salariés restent chez PayPal, que tu arrives, toi, en tant que vice-présidente, ou que le groupe arrive à fidéliser et engager ses talents? Alors je pense qu'il y a des facteurs un peu externes, si je pense juste à l'écosystème dans lequel PayPal évolue, un mix entre la tech, les paiements qui sont devenus un secteur bien plus vibrant et intéressant. Je pense que ça l'était il y a quelques années. Tout à fait. Le e-commerce qui explose et qui a explosé notamment avec le Covid. Donc voilà, c'est un secteur qui est quand même très dynamique et en forte croissance. Donc c'est toujours plus intéressant d'être dans une entreprise qui évolue dans un écosystème dynamique et en croissance qu'un écosystème un peu mou. Et puis après, il y a la culture de l'entreprise. Alors peut-être avant la culture, il y a le côté international aussi, où Oui, moi du coup j'ai beaucoup de collègues qui sont restés longtemps, qui ont changé de pays, qui sont allés côté américain, côté Asie, pas mal de collègues qui sont allés à Singapour, au Japon, en Amérique du Sud. Donc, en fait, il y a énormément d'opportunités à l'international. Et ensuite, il y a des choses qui ont été mises en place pour les employés, pour les fidéliser, qui fonctionnent super bien. Donc, par exemple, tous les 5 ans, chez PayPal, tu as 1 mois de vacances en plus de tes congés normaux. d'accord, Donc, d'accord. les gens en général vont prendre ce mois et puis coller des vacances normales. Donc, les gens vont partir 1 mois et demi, 2 mois. Et en fait, 5 ans, ça revient vite, malheureusement. Et c'est intéressant parce que souvent, les gens prennent ce congé en se disant, c'est le moment de réfléchir à ce que je veux faire de ma vie. Et en fait, bah, déjà, tu as envie de prendre du bon temps. Et en fait, les gens se rendent compte aussi que une entreprise qui te permet de prendre cette liberté et du coup de te poser les questions, c'est quand même une entreprise qui a des super valeurs. Donc je Mmh. trouve que les gens reviennent en général de ces sabbaticals super motivés et super engagés et encore plus fidèles qu'ils l'étaient avant de partir. Donc voilà, donc ça c'est un exemple, mais après il y a beaucoup d'autres exemples de choses qui sont mises en place pour que les employés ouvrent un peu leur chakra, je dirais. On a pas mal de communautés, ce qui fait euh, que tu sois commercial ou au marketing, en fait, il y a plein d'événements et de communautés qui sont mis en place pour que tu travailles de façon super proche avec quelqu'un du légal ou du marketing sur des problématiques beaucoup plus personnelles, que ce soit des problématiques d'inclusion, de diversité, de handicap. Euh, donc, ouais, c'est une boîte qui a des vraies valeurs et qui les vit de façon très authentique. Très clair. Justement, on parle des équipes, des valeurs de l'entreprise. Toi, il y a eu un moment quand même où, tu as franchi un cap quand, tu as quitté la France pour aller à New York, où ta posture managériale évolue. Tu prends un poste à dimension globale. Justement, qu'est-ce que tu mets en place pour, monter en compétences peut-être, ou changer ta vision par rapport à cette nouvelle, structure, cette nouvelle taille, d'équipe qui est cette fois-ci, éparpillée à travers le monde plutôt que centralisée sur un pays? Je pense que déjà, l'important, c'est d'avoir confiance qu'on peut arriver à faire le rôle et à remplir la mission qu'on nous a donnée. Et on en parlait un petit peu tous les deux, mais ce qui est assez amusant, c'est quand on part aux États-Unis, il y a tout un process administratif où, en fait, côté américain, ils essaient de comprendre si t'es pas en train de voler le rôle d'un Oui. Américain et s'il fallait vraiment faire venir quelqu'un d'un autre pays pour prendre ce rôle. Donc du coup, moi, j'ai été rassurée sur le fait que j'étais la bonne personne pour ce rôle. Et la raison pour laquelle j'étais la bonne personne, c'est que
je vais pas rentrer trop dans les détails, mais PayPal a une situation un peu spécifique en Europe où on est, on charge, enfin, on a un positionnement premium en fait, donc on est plus cher que les autres alternatives pour les marchands qui acceptent PayPal. Et donc moi, quand je suis devenue DG de la France, j'ai compris que c'était un vrai challenge parce qu'il y avait de plus en plus de concurrence et qu'on n'avait pas forcément un argumentaire convaincant pour prouver que c'était normal de payer un peu plus cher pour le service de PayPal. Et donc j'ai pas mal travaillé à craquer un peu voilà une façon de pitcher et de vendre PayPal de façon très scientifique. Hein. On a essayé de démontrer de façon très simple quelle était la valeur que PayPal apportait et du coup pourquoi c'était normal de payer plus cher. Et du coup c'était une réflexion qui avait pas du tout eu lieu, notamment aux États-Unis où PayPal a un prix très compétitif. Donc le sujet pour les commerçants, c'est plus tiens, est-ce que j'intègre ce service additionnel plutôt que est-ce que je paierais en plus. Mais du coup, comme il y avait beaucoup de compétition aussi aux États-Unis, finalement le sujet de est-ce que j'intègre encore un moyen de paiement sur mon site devenait finalement une vraie barrière. Donc ajouter la cerise sur le gâteau que d'avoir une explication de pourquoi oui, il faut que tu l'intègres parce que c'est pas juste un moyen de paiement en plus, c'est voilà, un chiffre d'affaires en plus que je suis capable de t'expliquer par A plus B. C'était effectivement très très intéressant et donc on m'a demandé de venir aux États-Unis pour gérer de gros partenariats mondiaux. D'accord. Côté marketing et justement pour solidifier ces partenariats et justement expliquer toute la valeur que PayPal apporte aux clients. Donc voilà, tout ça pour dire que j'avais un peu fait le travail, j'avais un peu commencé le travail en France et je comprenais bien ce qu'on me demandait de faire aux États-Unis. Et du coup, ce que j'avais développé, ce que j'avais compris que d'autres personnes n'avaient pas forcément compris parce qu'ils n'avaient pas forcément besoin de le comprendre. Et donc, je suis un peu arrivée dans cette position aussi auprès de mon équipe, forte de tout ce que j'avais fait en France, en fait, et des résultats qui étaient assez visibles sur la France. Donc, peut-être avec moins de soucis de légitimité sur pourquoi moi sur ce rôle-là, dans la profondeur du rôle. Et après, oui, le sujet, ça a été comment ensuite je crée ma légitimité en tant que leaduse dans cette équipe, parce que je suis arrivée donc du coup dans cette équipe internationale qui était 4 fois plus grosse que l'équipe que je gérais en France, avec des gens qui étaient souvent plus âgés que moi, qui avaient eu des rôles. Donc je rejoignais une équipe marketing après avoir été dans l'organisation plus business. Et donc j'avais dans mon équipe des CMO qui avaient eu des jobs incroyables chez Apple, chez Disney. Et au fond, on était une équipe marketing. Et donc je me disais, mais qu'est-ce que je vais leur apprendre d'un point de vue marketing et ça a été super intéressant et super riche justement de construire une équipe tous ensemble et de comprendre qui apportait quoi dans l'équipe, de créer cette légitimité. Et je trouve que c'est justement beaucoup plus facile quand on a une approche très authentique et qu'on va essayer de créer des relations personnelles. Moi, j'aime beaucoup demander du feedback, enfin donner et demander du feedback. Et on a aussi un outil dont j'ai fait l'expérience plusieurs fois chez PayPal, où au moment où j'ai pris des nouvelles équipes, en fait, je travaillais avec les RH pour très rapidement, dans les premières semaines, essayer de comprendre quels pourraient être les tabous et les barrières qu'on n'a pas réussi à craquer en one-to-one ou en tout cas avec les parties prenantes impliquées. Donc, c'est pas mal de faire venir des fonctions RH un peu plus neutres pour essayer de comprendre ce qui n'aurait pas pu être dit. Comment tu mets ça en place? Parce que je comprends que tu intègres quelqu'un extérieur, mais justement, qu'est-ce que vous mettez en place concrètement? C'est simple, en fait. Alors après, il y a des questions spécifiques, mais en fait, c'est justement une équipe un peu neutre ou une personne neutre qui va passer du temps avec toi et ton équipe et va passer au travers d'un process, d'un petit questionnaire, et puis ensuite va faire le même travail juste avec ton équipe, sans toi dans la pièce. Et puis ensuite va délivrer le feedback avec ou sans l'équipe. Voilà, pour justement casser un peu les tabous qui pourraient persister. Parce que on va pas se mentir, quand tu arrives et que tu leads une équipe et que tu connais pas les gens, que tu les as pas forcément choisis, qui t'ont pas non plus choisi, il y a forcément des biais ou des a priori que les gens vont pas être capables de te dire comme ça en pleine figure les premiers jours. Tout à Mais fait. par contre,
grâce à cette technique, ils sont capables de le dire à une personne neutre en qui ils ont confiance. Et je trouve que la restitution est super riche et permet du coup de créer des relations plus pérennes et basées sur la confiance. Ok, super. D'autant mieux avec des gens qui sait pas voilà, qui partagent pas ta culture, qui vont pas forcément te donner du feedback de la même manière. Oui, Donc là, en l'occurrence, ma RH qui m'avait aidée était américaine, et donc peut-être plus proche en culture de mes équipes. Donc ça a été très très utile. donc ouais, ça, toi, ça te permet de gommer le biais, le prisme culturel qui justement s'applique et au moins d'enlever déjà une barrière par rapport à la communication. Là, tu me parles de ton arrivée qui est plus marketing. Aujourd'hui, tu es sur des fonctions go-to-market. Est-ce que tu m'expliquais justement ton poste et ton périmètre? Ouais, alors il y a un an, un peu plus d'un an, j'ai pris la direction d'une équipe go-to-market. C'est un mot qu'on entend de plus en plus, mais qui est très fourre-tout. Exactement. Donc c'est beaucoup de responsabilités et parfois pas forcément tous les moyens parce que du coup l'équipe go-to-market, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle est responsable du succès des lancements des produits. D'accord. Et donc il faut arriver à faire collaborer en amont toutes les équipes en interne, donc le produit, le marketing, le commercial, heu et puis ensuite, coordonner les lancements produits pour qu'on touche les bonnes personnes au bon moment, les bons clients au bon moment. Et il y a aussi un rôle de organiser toute la loupe de feedback pour que même pour les produits existants, en fait, on soit capable de capturer les retours clients pour les intégrer à la roadmap produit et pour Oui. que le produit ne travaille pas que sur les nouveaux produits de demain, mais aussi à améliorer les produits existants. Donc voilà, c'est vraiment une fonction à l'intersection de plein d'autres fonctions. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on m'a donné ce rôle, c'est que ayant passé beaucoup d'années au sein du produit, au sein du marketing, au sein du commercial, on m'a dit bah maintenant essaye de créer une équipe qui va fluidifier la communication entre ces équipes parce que quand ces équipes en interne fonctionnent bien, bah, c'est comme ça qu'en fait l'entreprise performe mieux. Ok. Il y a combien d'équipes, enfin d'employés dans cette division aujourd'hui? On est une cinquantaine d'employés. Ok. À travers le monde, j'imagine, ou basé plutôt aux États-Unis? Alors à travers le monde, mais Ouais. avec plus d'employés aux États-Unis. Simplement parce que les équipes produits sont aux États-Unis. Euh, Beaucoup des équipes marketing sont aux États-Unis. Après, les équipes commerciales sont vraiment dispersées partout dans le monde. Mais le gros des équipes marketing et produits sont centralisés aux États-Unis. Ok. Justement, quand vous mettez enfin, quand vous lancez un nouveau produit, que vous mettez en place une nouvelle option, vous la lancez d'un point de vue global ou vous allez chercher d'abord à expérimenter sur un pays et ensuite à dupliquer et à trouver des marchés similaires. Pourquoi je te demande ça? C'est par exemple, moi j'ai interrogé Laurence Volzen-Logel qui est directrice au global chez Danone et qui m'expliquait que eux, quand ils ont des... Donc là, on est sur du FMCG, quand ils utilisent une technique promotionnelle, par exemple, ou qu'ils structurent une équipe sales dans un pays, ils vont chercher des écosystèmes qui sont similaires. Elle me disait que le UK, par exemple, fonctionnait comme le Japon, et donc dès qu'ils appliquaient quelque chose dans ce pays, dans un pays, ils allaient le dupliquer à un autre endroit, mais pas forcément, par exemple, en Asie du Sud-Est, qui fonctionne totalement différemment. D'un point de vue paiement, quelle est votre stratégie? Alors, je dirais que 80% des produits qu'on construit sont incubés aux États-Unis. Ils vont être testés aux États-Unis. D'abord, ouais, ok. Tout en étant conscient qu'il y aura un certain degré de localisation pour adapter, pardon, les produits aux différents pays. Et après, il y a effectivement des produits qu'on a lancés spécifiquement pour certains marchés, qui fonctionnent pas comme les autres. Mais une entreprise comme PayPal, elle a quand même intérêt à créer des produits qui vont être pertinents
pour les États-Unis qui reste le plus gros marché dans le monde. Et après, ce qui s'est passé, alors moi, donc j'ai commencé au produit chez PayPal. Et c'était intéressant d'être au produit donc dans une équipe globale comme on a discuté et basée en France. C'est que du point de vue des États-Unis, la France est un marché suffisamment petit pour être un marché pilote. Donc il y a eu des innovations qu'on a développées et qu'on a testées en France qui ensuite ont été étendues au reste du monde. Okay. Mais c'était pas forcément des innovations ou des produits qui avaient vocation à être construits simplement pour le marché français ou le marché européen. Ok, très clair. Est-ce que tu peux me raconter un challenge situationnel marquant et insolite de ta carrière? Ouais, alors il y a un challenge que j'aime bien raconter, c'est quand je suis arrivée chez PayPal, donc dans cette équipe produit, mon rôle c'était à la fois de comme on en a parlé en fait. Il y avait un mix de localiser des produits qui avaient été créés pour les US, donc aider les États-Unis à comprendre comment faire en sorte que ces produits-là fonctionnent en France et en Europe. Inventer des nouveaux produits et les incuber en France et justement assez pertinent par rapport à ta question, on venait de lancer un nouveau produit, PayPal venait de lancer un nouveau produit en France, un programme, une carte co-brandée, une carte de crédit co-brandée. D'accord. Qui était simplement, alors elle avait été lancée en France, en Italie et en Espagne, et donc j'étais responsable de faire marcher ce produit-là. Et en fait, je me suis replongée dans les enquêtes clients, et en lisant rapidement les enquêtes clients, j'ai vu très clairement qu'en fait, personne ne voulait de ce produit-là. Mais je pense que quelqu'un s'était obstiné dans l'équipe de leadership pour lancer son bébé. Et donc, mon rôle, en fait, ça a été de tuer ce produit que j'étais censée faire fonctionner. Et donc, en 6 mois, j'ai en fait tué le produit, et j'avais plus de rôle puisqu'il y avait plus de produit. Et donc, je pense que finalement, en démontrant un peu de courage à tuer un produit qui était clairement voué à l'échec, on m'en a pas tenu rigueur. Mais je me souviens d'une espèce de remise des prix. Donc, il y avait un événement au sein de l'équipe produit, et notre VP à l'époque voulait récompenser voilà, les gens qui avaient eu le plus d'impact pour l'entreprise. Et donc, j'y suis vraiment allée entrer dans les pieds en me disant, mais enfin, voilà, moi, j'ai clairement pas eu d'impact avec les produits dont j'étais responsable. Mais il se trouve qu'à la toute fin de la petite cérémonie, il a dit, j'ai un dernier award à distribuer qui s'appelle le Headache Award, donc le award de la prise de tête. Ouais. Et j'ai eu cet award. Et il a dit, je remets cet award à Caroline, qui vient de passer 6 mois à détricoter tout un produit, ce qui est assez peu gratifiant, mais au final a quand même énormément d'impact, parce que imaginez le temps et l'investissement à essayer de faire marcher un produit qui n'a aucune chance de fonctionner. C'est très contre-productif, et du coup ça prend du temps, un temps qui aurait pu être utilisé à en fait faire des choses qui fonctionnent bien. Donc j'étais assez contente d'être quand même récompensée et qu'on note les efforts. Superbe. Et justement, en interne, politiquement, parce qu'on sait des fois que ça peut être des jeux politiques, comment ça a été pris? Parce que si ça venait d'une décision au-dessus, enfin, c'est toujours compliqué. Ça a été bien pris parce que, en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui se proclament Customer Champion. Et je pense que c'est un vrai tournant que PayPal a pris à l'époque. Et donc, à partir du moment où tes actions sont alignées avec ce principe d'être Customer Champion, c'est bien pris. Et effectivement, en relisant les enquêtes clients, c'était impossible de lire entre les lignes qu'il y ait même un client qui ait rêvé un jour d'avoir cette carte entre les mains. On va basculer maintenant sur le nouveau chapitre de ta vie. Donc là, tu l'as dit tout à l'heure, sur la fin de ton expérience chez PayPal, tu vas rentrer en France après plus de 4 ans passés, plus de 5 ans passés aux États-Unis. Tu vas t'orienter plutôt sur la partie coaching. Est-ce que tu peux m'expliquer les motivations qui te poussent à te tourner sur ce domaine d'activité? Ouais, alors, donc je me forme au coaching depuis quelques mois, et c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis un moment. Alors c'est vrai que le coaching, c'est un mot qui
qui est un peu généraliste. Oui. Moi, j'aime bien dire qu'en fait, j'ai passé ces 20 premières années de ma carrière à servir des entreprises. Et comme tu l'as entendu, j'aime fondamentalement la relation avec les gens, avec les employés, avec mes collègues. Et donc, je me dis que j'aimerais bien passer plus de temps au service de l'humain. Euh, donc c'est comme ça que je vois le coaching aujourd'hui. On en a aussi parlé. Moi, je me suis fait coacher chez PayPal et ça a été une vraie révélation. Enfin, le coaching a vraiment propulsé ma carrière. La première fois que je me suis fait coacher, ça a été le moment où j'ai changé entre le produit et les équipes commerciales. Et D'accord. donc là, pour le coup, j'avais un vrai sentiment d'imposteur. Je me suis dit, je suis ingénieure. Comme tu l'as dit, je voulais être astrophysicienne. Donc, au produit, je sentais que j'étais un peu dans mon ADN avec des gens qui réfléchissaient un peu comme moi. Je me suis dit, oulala, commercial, c'est pas du tout mon truc. Ce qui en fait était complètement faux. Et à l'époque, cette coach m'a vraiment aidée à passer du syndrome de l'imposteur au syndrome du héros. Et je pouvais pas dire comment elle arrivait, comment elle parvenait à créer ça chez moi. Mais vraiment, je me souviens, je raccrochais de ces conversations et je me disais, bah ouais, c'est moi la bonne personne pour faire ce rôle. Alors heureusement que je lui parlais régulièrement parce que parfois ça durait pas très longtemps, ce sentiment de héros. Mais c'était assez incroyable. Et donc j'ai pris ces nouvelles fonctions. Ça s'est très bien passé. Et dès le moment où j'ai pris ces fonctions, je pense qu'elle a compris que on me faisait pas basculer côté commercial pour que je devienne commerciale, mais plus pour que je mette une corde de plus à mon arc, justement pour me diriger plus vers des fonctions de direction générale. Et donc très vite à la prise de ce poste, elle m'a dit il faut que tu te positionnes pour être la prochaine directrice générale de PayPal en France. Sachant que le directeur général à l'époque avait pris ses fonctions au même moment où moi j'ai pris mes fonctions commerciales. Et en fait, ça a vraiment été son focus. Jusqu'au jour où j'ai eu un voyage de Big Boss à Paris et que je devais les rencontrer, où elle m'a aidé à préparer cet entretien et elle m'a dit, bah, la seule chose qu'il faut qu'ils retiennent, c'est que ce sera toi la prochaine directrice générale. Euh, et j'avais énormément de doutes à l'époque, je me sentais pas spécialement capable, mais c'est vrai que du coup, dans ce meeting, j'ai réussi à leur dire que mon ambition et ma volonté, c'était d'être la prochaine directrice générale. Et il se trouve que 2 semaines plus tard, il y avait une réorganisation et qu'on m'a donné le rôle et qu'on m'a dit, bah, peut-être que si c'est pas toi qui nous avait exprimé cette envie et quelqu'un d'autre, on aurait donné le rôle à l'autre personne. Donc clairement, c'est grâce à cette coach que j'ai eu ce rôle, en étant capable de le dire. Et puis ensuite, elle m'a Hmm. évidemment accompagnée sur la prise de poste et sur ce syndrome du héros. Donc voilà, donc j'en ai vraiment profité. Et puis il se trouve que j'ai tellement aimé cette coach que, bah, notamment le moment où je suis arrivée aux États-Unis, j'ai demandé à PayPal de continuer à travailler avec elle. C'était 4 ans plus tard. Et D'accord. du coup, j'ai retravaillé 6 mois avec elle. Donc voilà, donc j'ai vraiment testé le pouvoir du coaching et j'ai trouvé que c'était incroyable. Et peut-être la dernière chose que je dirais, c'est qu'on parlait de mentoring, shadowing, sponsoring. Moi, j'ai fait énormément de mentoring chez PayPal parce que ça fait longtemps que je suis là, parce que je suis une femme. Donc j'ai mentoré beaucoup de femmes qui se posent des questions, notamment au moment de grands changements dans leur vie. Et c'est génial de faire du mentoring parce que on est au contact de plein d'employés. Mais j'ai pas forcément vu l'opportunité de grandir dans ce rôle de mentor. Alors que en me frottant un peu au coaching, j'ai compris que le coaching, c'est une activité dans laquelle on évolue constamment et on ne fait qu'apprendre en fait. Et donc, ça m'intéressait. Moi, je suis très curieuse, j'aime beaucoup apprendre et ça m'intéressait de comprendre comment on devient coach et comment on devient meilleur coach, sachant qu'en fait, les qualités de coach, elles sont presque aussi importantes quand on est employé dans une entreprise que quand on est coach à plein temps. Et donc, pour moi, avoir une certification de coaching, c'était l'assurance de pouvoir pratiquer ces nouvelles compétences dans un job corporate
ou dans un rôle de coach à plein temps. Et justement, on dit qu'il y a énormément de choses derrière le coaching. Euh, Quelle est ton ambition pour ce nouveau projet? Comment est-ce que toi, tu souhaites accompagner tes clients ou tes coachés plutôt? Alors, je me forme. Oui, Je suis super enthousiaste d'avoir une formation internationale, de faire une formation internationale. Parce que comme tous les métiers, si je me lance dans cette activité de coaching, c'est quelque chose que je peux faire en personne et à distance. Donc ça veut dire que il y a pas de frontières oui. et que je vais pouvoir accompagner des gens peu importe où ils sont localisés. Euh, donc oui, ça m'ouvre beaucoup d'opportunités. Parce que généralement, dans le coaching, on pense qui dit, on a tendance, enfin, à confondre coaching, psychologie. Enfin, la psychologie vient toujours un peu impacter la partie coaching. C'était plutôt en ça ma question. Est-ce que justement, toi, c'est uniquement sur la partie, tu te dis professionnelle, c'est de l'accompagnement professionnel et personnel pour créer une vision et des objectifs, des jalons justement dans sa vie. Comment est-ce que tu vois ces choses-là? Alors, moi, je fais cette formation et en fait, une formation de coaching, ça te forme à être coach. Ça te forme pas forcément à être coach de carrière ou coach professionnel. Ouais. Moi, évidemment, c'est un peu plus ce qui m'intéresse parce que j'ai pas envie de tourner une page de mes 20 ans d'expérience professionnelle. J'ai envie de mettre ces 20 ans d'expérience au service de ce que je vais pouvoir apporter dans le coaching. Donc, je suis plus attirée effectivement par aider les gens par rapport à leur carrière, par rapport à des transitions dans leur carrière, des sujets de leadership, des sujets d'innovation, de création d'équipes performantes. Donc, tout ce que moi, ce dont j'ai fait l'expérience en fait dans mes 20 ans d'expérience professionnelle. Après, la frontière est souvent assez fine entre Oui. les challenges professionnels et les challenges personnels. Et c'est aussi pour ça que les formations sont assez générales. C'est que t'as pas envie au milieu d'un coaching de dire à la personne, désolé, là on rentre un peu trop dans le personnel et ça relève pas de mes fonctions. Je pense que c'est intéressant de comprendre la personne dans sa globalité. Même si ce que j'aime beaucoup dans le coaching aussi, c'est que c'est très orienté objectif. Donc on définit vraiment des objectifs et les clients voilà s'engagent à tout faire pour atteindre ces objectifs. Et donc pour moi, les objectifs que j'ai envie d'aider à atteindre, c'est effectivement plus des objectifs professionnels. Hmm. Ok. Est-ce que tu as vécu un échec? Et est-ce que tu peux me raconter justement cette épreuve et comment tu as fait pour rebondir? Ouais, alors comme tu le sais, je me pose beaucoup de questions sur qu'est-ce que c'est que le meilleur métier, où est-ce que je peux apporter le plus de valeur. Donc on a parlé de l'astrophysique. Moi, quand j'ai terminé mon école d'ingénieur, j'ai terminé par une filière entrepreneur parce que je voulais monter une entreprise. Donc j'ai commencé dans le conseil. J'avais cette petite envie d'entrepreneuriat qui était quand même toujours dans un coin de ma tête jusqu'au moment où l'opportunité se présente. Et donc 4 ans et demi après mon arrivée chez Bain, je m'éclipse pour monter une app de voyage avec un copain de l'école. D'accord. Euh, et c'est une aventure qui dure 2 ans parce qu'à l'époque, Bain me dit démissionne pas, prends un peu de temps pour toi, tente ton truc, prends un an et puis tu reviens. Et en fait, bon, ça a duré 2 ans, mais je suis quand même revenue pour des bonnes et des mauvaises raisons. Mais j'ai trouvé que ce moment du retour, après 2 ans d'entrepreneuriat, a été super compliqué. Parce que je pense que la raison pour laquelle j'ai quitté Bain à l'époque, c'était pas simplement parce que je voulais monter une boîte, c'est parce que aussi voilà, j'avais fait un peu le tour du conseil et j'avais envie de faire autre chose. Et là, j'ai vraiment eu l'impression d'un retour en arrière. Après 2 ans assez magiques de tu deviens ton propre patron, tu vis des choses incroyables. Euh, et je pense que ce qui m'a aidé à cette époque-là, c'est plusieurs choses. Donc, je dirais toujours en fait, ce qui m'a aidé, c'est mes connexions personnelles. Donc, j'aurais envie de dire réseau, mais c'est pas vraiment mon réseau parce que je trouve que derrière le réseau, tu as une notion assez professionnelle et en fait, quand je repense à l'époque, c'est aussi beaucoup mes amis qui m'ont aidé.
Donc je dirais qu'il y a eu un mix entre mon réseau professionnel qui justement des sponsors qu'on ignore, qui m'ont ouvert d'autres pistes et d'autres opportunités, et puis des amis qui ont été très présents. Et on a parlé de mentoring. En fait, pour moi, un mentor, c'est pas forcément quelqu'un de sa vie professionnelle. Euh, Avec le recul, je trouve qu'un mentor, c'est quelqu'un qui va te donner de l'énergie, qui va te donner de la force, qui va, oui, te donner un peu ce sentiment de héros. Et en fait, on le voit tout de suite quand on a passé un moment avec quelqu'un qui te donne de l'énergie ou quelqu'un qui te prend de l'énergie. En fait, tu deviens très conscient d'en fait l'effet que les gens ont sur toi. Et j'ai Tout à trouvé qu'à fait. l'époque, j'étais très entourée d'amis ou d'anciens collègues qui étaient en fait des super mentors qui s'ignorent. Et j'ai trouvé que toute cette énergie qui m'a été communiquée par ces gens, plus les personnes qui généreusement sont arrivées avec des opportunités, ça m'a donné confiance dans la suite. Et puis ça m'a apporté sur un plateau l'expérience suivante qui était PayPal, où à l'époque j'avais à peine un compte PayPal. Je pense que j'avais pas forcément bien compris à quoi ça servait, mais je me suis dit bon, je viens de passer 5 ans en conseil, notamment dans les services financiers, 2 ans à monter une app dans la tech. Finalement, PayPal, ça semble être assez naturel, un peu à la connexion des deux mondes. Donc, quoi qu'il arrive, je saurais expliquer pourquoi ce choix. Et puis, j'y suis restée 13 ans. Tu es resté 13 ans, enfin, tu t'es appuyé sur ton réseau, ces amis qui sont réalisés des mentors pour toi. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu continues de progresser? C'est une bonne question. Moi, je peux pas être dans une entreprise si j'ai pas l'impression d'apprendre. Et tu vois, je te disais tout à l'heure, après 3 ans en tant que DG France, je suis moi-même allée provoquer un peu la suite, alors que je pense que c'était un des meilleurs rôles que j'ai eu dans ma vie. C'était vraiment une période assez exceptionnelle. J'avais une équipe qui d'ailleurs sont quasiment tous encore chez PayPal, super, une fonction super, une vraie reconnaissance en interne, en externe. Enfin, vraiment, c'était une période incroyable. Et pourtant, je suis allée moi-même sortir de ma zone de confort. Donc, c'est comme ça que j'apprends, quoi, en sortant de ma zone de confort. Après, je lis beaucoup. Et là, notamment, depuis que je fais cette formation de coach, je lis beaucoup de Ouais. livres sur le coaching. Donc, j'ai peur Ouais, est-ce que tu en as à me recommander? Ouais, alors j'en ai un qui m'avait été conseillé par une coach qui s'appelle, alors c'est en anglais, mais j'imagine qu'il y a des traductions françaises qui existent, qui s'appelle 4000 Week. D'accord. C'est un peu stressant parce que pourquoi 4000 Week? Parce que ça part du concept qu'on a à peu près 4000 semaines à vivre dans sa vie. Mais justement, en fait, c'est en ayant parlé à cette coach et de mes questionnements, de me dire est-ce que je suis pas en train de perdre mon temps là, est-ce que j'aurais pas dû plutôt faire ci, faire ça. En fait, c'est un livre qui déconstruit un peu la notion de il faut absolument avoir la vie la plus productive possible. Et du coup, ça m'a beaucoup détendu sur le sujet. Donc, je recommande vraiment ce livre qui est super intéressant. Et après, il y a un autre livre que j'ai lu qui est super intéressant, qui est très romancé, qui est le livre qui décrit en fait la vie du coach, du super coach de la Silicon Valley qui a coaché Steve Jobs, les fondateurs de Google, enfin voilà, toutes ces personnalités très connues, tous ces entrepreneurs à succès, qui s'appelle Trillion Dollar Coach. Et donc ça aussi, moi en fait j'aime bien les livres business, mais qui se lisent pas comme des livres business, qui sont pas juste une série de conseils, mais qui sont romancés. Donc, au travers de l'histoire, on arrive à comprendre quel est le message. Ouais, OK. Donc, c'est un livre très sympa aussi. Très intéressant. Écoute, j'irai voir ça avec attention et je mettrai pour les auditeurs, le lien des livres, en descriptif de l'épisode. Quel a été le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière? Alors, comme je te disais, j'ai changé beaucoup de rôles. Déjà, dans le conseil, tu changes de projet tous les 3 mois, Oui. euh, en moyenne. Et puis ensuite, j'ai eu ces 10 rôles différents chez PayPal. Ça doit être ma coach qui m'avait donné ce conseil, parce que souvent, avant de commencer un rôle, quand j'avais ce sentiment de me dire je suis pas capable, je pense que c'est parce que j'étais trop influencée par la personne qui avait ce rôle-là avant moi. Et le super conseil qu'on m'a donné, c'est
Si dans 6 mois, tout le monde a oublié qu'il y avait quelqu'un d'autre avant toi dans ce rôle, c'est que tu as réussi. Et ce que je lis entre les lignes, c'est que il faut pas forcément essayer de faire exactement comme la personne faisait avant. C'est C'est être complètement soi-même. OK d'apporter, sa patte, son style, sa façon de faire. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est de faire oublier qu'il y avait quelqu'un avant et que toi, t'es vraiment rentré dans ce rôle et que voilà, ce rôle est associé à toi aujourd'hui et pas aux prédécesseurs aussi successful qu'ils aient pu être au moment de leurs expériences. Ah, c'est clair. Est-ce que tu as justement aussi, là je te demandais un conseil, est-ce que tu as une citation ou une maxime qui te guide dans ta vie? Alors j'ai un peu je sais pas si c'est une citation, mais j'ai une expression qui me colle un peu à la peau et que je trouve très positive en français et un peu moins en anglais. Donc moi j'aime faire, en fait j'aime pas que les choses s'accumulent sur ma to-do list. En fait, quand j'ai quelque chose à faire, j'aime le faire rapidement. Et donc en français, tu dis vite fait, bien fait, et en anglais, tu dis Oui, quick and dirty. Donc je trouve ça plus positif, le vite fait, bien fait, sachant que tu peux aussi dire vite fait, mal fait. oui. Mais voilà, le vite fait, bien fait, c'est quelque chose qui me correspond bien. Et dans le même genre, je dirais, ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire le jour même. Et pour plein de choses, tu vois, on en parlait hier avec une amie parce que je pensais à une connaissance qu'on avait en commun et je me disais tiens, ce serait sympa de lui envoyer un petit mot et je me suis dit bah je le fais maintenant parce que si je le fais pas maintenant, pas forcément quelqu'un à qui je pense 15 fois par jour, donc c'est très clairement je vais oublier. Et je trouve que voilà, que ce soit des petites attentions ou que ce soit des choses un peu plus conséquentes, euh, globalement, si on a le temps et la bande passante, voilà, il faut faire les choses au moment où on pense qu'il faut les faire. OK, bien sûr. Est-ce que tu peux me recommander une personne pour un nouvel épisode de ce podcast? Ouais, alors, il y a beaucoup de personnes qui me viennent en tête parce que je sais que ton sujet, c'est l'international et de fait, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont un peu vécu la même expérience que moi ici à New York. Mais je te dirais quand même une personne qui est la personne qui m'a fait rentrer chez PayPal et qui est partie à New York quelques années avant moi et qui va probablement y rester quelques années après moi, qui s'appelle Claire Gubian, qui a donc été D'accord, chez PayPal plusieurs années et qui maintenant est dans une super entreprise française qui s'appelle Dataiku. d'accord. Et je suis sûre qu'elle aura plein de belles expériences à partager avec toi. Super, bah, merci beaucoup, avec plaisir pour rentrer en relation avec elle. Où est-ce qu'on peut te suivre ou te contacter? Sur LinkedIn, tout simplement, et Ouais, je suis plutôt disciplinée à répondre aux messages, sauf quand on essaye de me vendre des choses et qu'on insiste pour la troisième ou et qu'on quatrième fois, insiste. mais sinon, je suis assez réactive sur LinkedIn. OK, super. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton temps, Caroline, ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Merci à toi. C'est la fin de cet épisode, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez de nouvelles idées pour élargir vos horizons. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube ou d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Au revoir.